Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui change un peu d'ordinaire. Donc là, on va parler donc évidemment de nos chers amis poilus à quatre pattes, les alpagas. On va parler d'un problème récurrent, alors que ça concerne l'alpaga, mais j'ai envie de dire que ça concerne tous les herbivores. C'est une maladie qui est très grave, qui est fréquente si elle est mal traitée, si elle n'est pas gérée, et surtout si on met pas en place des mesures de prévention par rapport à celle-ci. C'est les entérotoxémies. C'est une maladie qui peut sembler complexe, mais c'est important de la comprendre. C'est important de comprendre qu'elle est essentielle pour la santé de nos alpagas et surtout la survie, parce que c'est une maladie qui peut dégénérer très vite. Donc faut vraiment être vigilant. Alors ici, on va pas faire une vidéo avec des données vétérinaires, des explications physiopathologiques et compagnie. Moi, le but, c'est plutôt de vulgariser en fait au sujet de cette maladie-là, pour que vous puissiez y être vigilant et puis agir en conséquence. Donc, on va essayer déjà de comprendre ce que c'est que l'entérotoxémie. Donc chez l'alpaga, puisque nous, voilà, la chaîne est sur les alpagas, puis moi je suis éleveur d'alpaga, donc j'irai pas me targuer d'être spécialiste chez le mouton ou chez la vache. On va essayer de voir également les causes sous-jacentes de l'entérotoxémie, quels sont les symptômes qui peuvent apparaître. Là, on va essayer de les dépister. On va essayer de voir un petit peu l'évolution de ces symptômes, ce que ça peut donner. Puis après, on va attaquer surtout la prévention, puisque moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, quand on est éleveur. Notre boulot, c'est de s'occuper de nos bêtes, mais aussi de prévenir tout risque, tout danger, toute maladie. Donc le boulot numéro 1 de l'éleveur, c'est vraiment la prévention. Donc il va falloir évaluer déjà les facteurs de risque. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Entérotoxémie. Donc pour faire simple, donc c'est un mot qui fait peur, mais on va essayer de décomposer ça. En termes simples, l'entérotoxémie, c'est une maladie qui peut affecter donc les alpagas. C'est provoqué par des toxines qui sont produites par certaines bactéries présentes dans le système digestif de l'alpaga. C'est-à-dire que a des bactéries dans son système digestif qui a pour but justement de dégrader les aliments ingérés. Donc chez l'alpaga, ça va être plutôt de l'herbe, donc de la cellulose, et un événement extérieur animal peut provoquer, on va dire, un déséquilibre de cette flore bactérienne, parce qu'évidemment il y a plein de sortes de bactéries. Et quand une sorte de bactérie prend le dessus par rapport aux autres sortes de bactéries, donc il n'y a plus d'équilibre. Et cette bactérie-là va être beaucoup plus corrosive, va dégager ce qu'on appelle des toxines qui vont envahir l'organisme de l'alpaga. Et quand on dit envahir l'organisme, c'est pas forcément que de la sphère digestive, parce qu'on va pouvoir les retrouver également au niveau hépatique, au niveau du foie, donc hépatique, au niveau pulmonaire, au niveau même cérébral. Tout ça va circuler dans la circulation sanguine et lymphatique, donc ça peut être généralisé à l'animal. Alors, qui est très grave, donc cette toxine, en fait, quand elle, donc comme je disais, elle va envahir l'intégralité du système de l'alpaga, et ça peut entraîner des vers qui vont de la perte d'appétit à la paralysie, voire la mort si elle n'est pas traitée rapidement. Donc l'entérotoxémie, c'est souvent appelé la maladie du foie chez les alpagas, parce que bien souvent les animaux, quand ils sont décédés et qu'on demande une autopsie, le véto, lui, va disséquer le foie. Mais je répète, c'est une maladie qui est compliquée, parce que vous pouvez avoir un alpaga où vous allez détecter les premiers signes qui vont être par exemple des signes de troubles de l'équilibre, où vous allez vous dire peut-être que ma femelle ou mon mâle s'est blessé une patte, donc on va regarder s'il n'y a rien. Peut-être que par exemple des troubles de l'équilibre, c'est aussi ce qu'on retrouve des fois dans des
carence en thiamine. Donc la thiamine, c'est la vitamine. Voilà, ça peut être trompeur parce que la thiamine entraîne des troubles, enfin une carence en thiamine. Donc la thiamine, c'est synthétisé par la vitamine et ça entraîne des troubles neurologiques et notamment des pertes d'équilibre. Donc voilà. Très très vite, on peut aller sur de mauvaises pistes. C'est pour ça qu'il n'y a pas un tableau typique dans le développement de l'apparition des symptômes, hein, parce que ça peut être un organe ou un autre, ou un comportement ou un autre, qui peut faire penser à de l'entérotoxémie. Mais là, comme ça touche tous les organes, les symptômes peuvent être tellement variés que c'est quand même très compliqué, hein. Donc c'est pour ça que l'entérotoxémie, ça peut aller très vite. Surtout l'alpaga, j'en reparlerai peut-être après, mais l'alpaga, c'est un animal qui est très résistant à la douleur, qui est un animal qui est très discret, du coup qui va cacher longtemps ses symptômes, et vraiment c'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant, parce que souvent l'apparition de certains symptômes, quand vous les voyez, bah, c'est déjà presque trop tard, hein. Donc voilà. Alors, peut-être me répéter, mais c'est super important, hein, que cette maladie-là, en fait, c'est vraiment une urgence, hein. Et là, il faut pas mégoter avec les 2-3 traitements que vous avez de côté. On appelle le vétérinaire, hein. Là, les risques d'entérotoxémie, ça, vous perdez. C'est vraiment un des risques majeurs. Vous risquez de perdre votre animal si vous n'agissez pas très très vite. Alors, on va parler des causes sous-jacentes, on va dire, hein, aux entérotoxémies. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près ce que c'était, hein, de façon un peu vulgaire, mais au moins je pense que ça va être clair pour beaucoup d'entre vous, on va se pencher sur ce qui peut être la cause et comprendre les origines, en tout cas, de cette maladie, donc si on veut la prévenir. Alors, la principale cause, hein, de l'entérotoxémie, donc chez les bactéries dans le système digestif, donc elles vont d'abord être présentes dans le tracus gastro-intestinal de l'alpaga, hein, en petite quantité, et en principe ces bactéries-là, quand il n'y a pas de souci, elles sont inoffensives, elles sont même là pour aider l'animal à digérer, etc. Mais on va voir que certaines conditions donc, peuvent favoriser la croissance excessive de l'une ou l'autre des types de bactéries. Et à ce moment-là, bah, c'est un peu la fête pour les bactéries dans le ventre de l'alpaga et ça se finit pas bien du tout. Donc les facteurs qui contribuent à cette prolifération, donc on peut retrouver pas mal de choses, notamment déjà tout ce qui comprend une alimentation qui est inadaptée, hein, donc une alimentation qui va être en glucides, fermentés cibles, c'est ce qu'on appelle les glucides fermentés cibles, c'est par exemple le pain, la brioche, les croissants, voilà, hein. Donc ça fournit vraiment ça un festin aux alpagas. Les stress sont super importants, d'ailleurs on va faire un chapitre que là-dessus, donc les stress, donc après, hein, donc de fortes reproductions, que si on va lui demander du jour au lendemain il est passé au repos à faire 6 saillies dans la journée, ça va peut-être le stresser un peu et le fatiguer. Ça va également le système immunitaire de l'alpaga et puis le rendre plus vulnérable en fait aux entérotoxémies, hein. On va pouvoir aussi noter donc par exemple la présence de parasites, hein, dans le sol, par exemple des vers, aggraver la situation, hein, parce que ça va endommager les muqueuses intestinales et ça va créer un environnement propice à la prolifération de certaines bactéries qui vont être plus corrosives que d'autres. Et c'est pour ça que la gestion des pâtures, hein, quand on parle de pâturage tournant ou de stockage d'herbes sur pied, c'est super important. C'est pas une lubie du paysan, c'est vraiment de la prévention là pour de parasitologie externe également. Voilà, donc c'est pour ça que la santé globale de l'alpaga c'est hyper important pour éviter le risque d'entérotoxémie. Alors, de manière large, hein, donc l'alimentation, les conditions de la fatigue, etc. La ration, bien sûr, au sol, hein, voilà, donc pas de surpâturage et pas de surparasitisme. Donc voilà. Alors, au niveau des symptômes, qu'est-ce qu'on va retrouver comme symptômes de l'entérotoxémie chez l'alpaga? Je rappelle que la reconnaissance précoce, hein, de ces symptômes est essentielle, hein, pour une intervention rapide et efficace. Alors les signes classiques, on va dire. Donc, les premiers souvent c'est moins grave et les derniers, bon ben voilà, c'est déjà un peu plus compliqué.
En premier, ça va être la léthargie et la perte d'appétit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre fatigué, un peu déprimé, s'il montre peu ou pas d'intérêt pour la nourriture, c'est souvent l'un des premiers signes qui va être visible, hein. Toi, mais qui aime bien sa petite friandise. Après, on va parler des friandises. Mais voilà. Et puis, chaque animal a un comportement différent. Maintenant, si vous avez un animal qui est plus ou moins glouton, nous, je sais qu'on a un mâle sur la ferme qui s'appelle Jarod. Bon, ben, Jarod, voilà, lui, son plaisir réel, c'est la bouffe, hein, ça se voit. Du coup, si Jarod, par exemple, du jour au lendemain, ne vient plus manger, reste dans son coin, reste couché même si je suis là, ah, attention, un animal comme ça, faut être super vigilant, ça peut être les premiers signes. Deuxième signe, quand on a un animal comme ça, eh ben, c'est de surveiller s'il n'y a pas un gonflement abdominal. C'est-à-dire que l'abdomen, ben, il devient enflé, tendu, et puis même douloureux si vous essayez de toucher pour palper. Si l'animal il a un signe de recul ou si s'il fait des petits sons, voilà, qui s'apparenteraient un petit peu à des plaintes, bon, ben, c'est peut-être signe d'un gonflement abdominal et peut-être d'une entérotoxémie. Troisième signe, alors là c'est un signe qui devient un petit peu compliqué, donc ça peut être deux choses, hein, on va surveiller les selles de l'animal. Alors deux types, hein, les entérotoxémies, c'est pas que des diarrhées, ça peut être aussi de la constipation. Donc c'est important de surveiller ces animaux tous les jours, de voir qui fait, qui ne fait pas, etc. Comme je dis souvent, rester avec vos animaux dans le champ le matin, même 2 heures, c'est pas une perte de temps. C'est votre travail, c'est de la surveillance. Premier truc à surveiller bien souvent, c'est que le matin, nous je vois le matin, donc quand on passe, on donne de l'alpamine, hein, c'est une alimentation pour camélidés à base de bouchons de lin. L'alpaga, quand il vient manger le matin, vu que ça a un tout petit estomac, et ben, enfin des tout petits estomacs, il y en a 3, et ben l'alpaga, très souvent, il a d'abord des selles avant de venir manger. Donc vous surveillez qu'il y a des selles qui n'en a pas. Voilà, déjà c'est un premier truc. Si en plus vous voyez un animal qui n'a pas fait de selle et qui vient pas manger et qui vous paraît un petit peu amorphe, on va dire moins dynamique que d'habitude, bon bah les deux premiers signes là déjà sont installés. Donc il y a la diarrhée, je disais qu'on va surveiller, mais il y a aussi la constipation. La constipation c'est important, et la constipation ça peut en plus potentialiser les douleurs abdominales, hein, comme on disait sur le symptôme numéro 2. Donc il faut vraiment regarder ça. La colique, c'est un signe abdominal aigu. Là, l'alpaga, quand vous allez vouloir lui toucher le ventre, non seulement il va faire des petits sons un peu comme s'il grimaçait, mais en plus vous aurez très certainement, pour ceux qui ont des alpagas vont savoir de quoi je parle, ce qu'on appelle le cri d'alerte. Le cri d'alerte, c'est un son hyper strident qui ressemble en fait à une serrure que vous ouvrez et qui n'est pas huilée. Donc, comme ça, très très fort. Et là, quand vous avez ce cri-là, c'est souvent un signe de colique. Donc là, c'est pareil, hein, vous allez voir un alpaga qui n'est pas du tout à l'aise, qui ne sait pas comment se mettre. Il peut très bien se mettre au sol et se rouler dans tous les sens parce qu'il a mal. Il ne sait pas comment se mettre. Il ne viendra pas manger, c'est sûr. Et c'est un animal il y a des animaux plus ou moins craintifs, donc un animal, même s'il est craintif, ce jour-là, va se laisser approcher, manipuler beaucoup plus facilement que d'habitude, parce qu'il est léthargique, parce qu'il a mal, parce qu'il n'ose pas bouger, parce que quand il bouge, il a mal, et quand il a très très mal, il se roule au sol. Voilà, donc ça c'est le signe de colique. Cinquième signe, donc les tremblements et incapacité à se lever. Donc ça, c'est là déjà, on va dire que la maladie est déjà bien installée. Et là, c'est vraiment, là on voit un alpaga qui peut devenir instable, hein, qui présente des tremblements musculaires et même des fois peut être incapable de se tenir debout. Bon, franchement, arrivé à ce niveau-là, là ça va devenir très très compliqué, je vous l'avoue. Et le dernier signe qu'on va trouver, c'est la paralysie. Donc ça, c'est les cas les plus graves, où là, il y a rien, mais j'ai envie de vous dire déjà, à partir du 4e symptôme, si le vétérinaire n'est pas intervenu, ça va être compliqué, parce que en plus, en entérotoxémie, vous pouvez très bien avoir le matin un animal en forme, et le lendemain matin, il est décédé.
Voilà, si vous n'avez pas fait gaffe, quoi. Donc ça peut aller très vite. Alors, comme je disais, hein, un alpaga fait pas l'autre, une entérotoxémie fait pas l'autre, hein, donc c'est important de noter ces signes, mais bon, ça peut varier d'intensité d'un cas à l'autre. Par contre, si vous arrivez à observer le cumul de plusieurs symptômes chez l'alpaga, bon bah là il y a urgence, il faut appeler le veto pour vraiment avoir un diagnostic confirmé et un traitement approprié. Des fois, il vaut mieux perdre un peu d'argent. On va perdre 100, 150 balles, appeler un vétérinaire qui va prescrire des traitements et déjà lui commencer les premiers soins, que de perdre un alpaga déjà qu'on a élevé, des fois qu'on a fait naître, qu'on aime, hein, parce que même si c'est des animaux qu'on va vendre ou etc., c'est quand même des animaux qu'on aime. Et il y a aussi l'aspect financier derrière, hein, parce que on va dire d'un défaut de surveillance, si vous perdez un mâle reproducteur qui vaut même 9000 euros, c'est quand même dommage, quoi. Voilà. Surtout quand c'est un mâle que vous avez l'affection qu'on porte à nos animaux, mais il y a aussi tout notre travail derrière, quoi. Et puis pour viabiliser un élevage d'alpaga, il y a un aspect financier qu'il faut quand même regarder. Donc des fois, appeler un vétérinaire, même si ça vous coûte 150, 200 euros, c'est pas de l'argent de perdu, quoi. Et au pire, même si c'est pas ça, c'est pas grave, vous allez être soulagé. Et puis à côté de ça, vous aurez fait votre travail. Et vaut mieux mettre 200 euros par la fenêtre que de perdre un animal auquel vous tenez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité d'évolution rapide des symptômes? Donc, comme je disais, hein, le plus déconcertant de l'entérotoxémie chez l'alpaga, c'est à quel point les symptômes peuvent évoluer très très rapidement, hein. C'est une maladie qui peut passer d'une légère perte d'appétit à une urgence vitale en un temps record, hein. Donc voilà. Donc si vous voyez un alpaga le matin, vous faites votre petit tour, vous voyez qu'il n'est pas en forme, n'y retournez pas que le soir, hein. Vous dites voilà, toutes les heures et demie ou 2 heures, je descends voir si tout va bien, et puis voilà. Donc comme je disais, les alpagans, c'est que c'est un peu des maîtres de la dissimulation de la douleur, hein. Donc ils peuvent vraiment masquer leurs symptômes jusqu'à ce que la maladie atteigne malheureusement un stade avancé, hein. Donc ça rend d'autant plus important le fait d'observer leur comportement, leur état de santé, hein. Et voilà, si vous soupçonnez même il y a peut-être un risque d'entérotoxémie, il vaut mieux appeler le veto. Après, c'est trop tard. Voilà. Donc, vous avez quand même plus de 50% de chances de récupérer l'animal, hein. Donc, c'est pas une fatalité l'entérotoxémie, hein. C'est vrai que c'est une maladie qui est quand même très très importante, qui n'est pas rare, hein. Dans un troupeau, sur une vie d'élevage, vous allez en avoir plusieurs, hein, ça vous inquiétez pas. Après, si c'est bien détecté à temps, bien pris en charge, bien traité, il n'y a pas de raison que l'animal s'en... Donc voilà, donc ça c'est super important. Alors je vais résumer vite fait les signes classiques parce que moi j'ai l'habitude de digresser. Léthargie, le gonflement abdominal, hein, les problèmes intestinaux, des coliques, des tremblements, même de la paralysie. Et vraiment, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça peut évoluer très très rapidement, hein. Voilà. Alors, on va parler maintenant des facteurs de risque. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les facteurs de risque? Donc, déjà, tout ce qui est alimentation, hein. Alors, pourquoi je parle de ça? En fait, c'est un des facteurs majeurs, hein, de l'entérotoxémie chez l'alpaga, c'est une alimentation inadaptée. Donc, ils ont un système digestif qui est délicat. Donc une modification soudaine ou une surabondance, on va dire, de certains types d'aliments peut entraîner des déséquilibres graves. Ils ont un système digestif complexe adapté à la décomposition de la cellulose des plantes. Alors là, je vais m'arrêter là. La cellulose des plantes, hein, ça veut dire que, en fait, l'alpaga, lui, qu'est-ce qu'il va manger? C'est pas compliqué à comprendre. Il faut s'imaginer l'alpaga à la base, c'est un petit camélidé qui vit en Amérique du Sud. À l'état sauvage, on va le retrouver sur les plateaux andins.
Donc surtout les Wakayas, vous montez à 3-4 000 mètres d'altitude. Là-haut, ça va être des champs de cailloux et il y a 3 brins d'herbe sec tous les 200 mètres. C'est ce qu'ils vont manger. En partant de ce principe-là, l'alpaga, on ne lui donne pas de carottes, on ne lui donne pas de salade, on ne lui donne pas de pommes, de poires, de bananes. L'alpaga, on ne lui donne pas de grains purs comme du blé ou de l'avoine ou je ne sais quoi. C'est pas son alimentation naturelle. Ok, lui, son alimentation naturelle, c'est vraiment les plantes et surtout pas des choses très très riches en amidon. Alors, je vais vous expliquer un petit truc rapide que je vois souvent et chez des gens qui ont des alpagas ou qui veulent en avoir et qui pensent faire plaisir à leurs animaux en leur mettant sur abondant justement des carottes, des salades et tout ça. Bon, à la limite, les carottes, les salades, j'ai envie de dire, si c'est une fois par an, ça va. Mais le grain, par exemple, il faut éviter. Le grain pur, pourquoi? L'alpaga, c'est un polygastrique. Donc il y a plusieurs estomacs. La vache, la chèvre, le mouton ont aussi plusieurs estomacs. Ce sont aussi des polygastriques. Par contre, la vache, la chèvre et les moutons, ils ont 4 estomacs. L'alpaga n'en a que 3. Ce qui fait qu'il va avoir un temps de rumination qui va être beaucoup plus important que les autres polygastriques. Et si vous donnez du grain comme ça brut, du blé ou je ne sais quoi à manger à l'alpaga, lui il va le ruminer. Et comme il va le ruminer longtemps, eh ben, il y a des chances que le grain se transforme notamment en alcool. Et c'est pour ça qu'on parle des fois, et même ça marche aussi avec les pommes, hein, enfin tout ce qui est sucré, amidonné, tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'animal est saoul quand on parle de l'alpaga ou de la vache, etc. Parce que, eh ben en fait, il génère de l'alcool et c'est vraiment pas très bon. Si on prend, alors là c'est pareil, je vais expliquer un truc, mais il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire. Hein. Mais si on prend par exemple, vous prenez des vaches qui sont nourries l'hiver avec de l'ensilage. L'ensilage c'est quoi? C'est du maïs qui a été ensilé et qui a été stocké dans des silos, on va dire humides, hein, puisque c'est pas récolté sec. Hein, l'ensilage c'est récolté en verre, donc dans des silos humides et bâchés. Et qu'est-ce qui va déjà se passer là-dedans? Il va se passer de la fermentation, parce que le maïs, ça produit de l'alcool. Après, on donne de l'ensilage aux vaches. Les vaches vont continuer à produire de l'alcool en digérant cet amidon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, et comme je répète, il n'y a toujours pas de jugement, aujourd'hui, on va dire que la vie d'une vache, enfin, la vie de lactation d'une vache va être à peu près de 8 ans. Alors que de l'époque moi je vois de mon grand-père, donc là j'ai 50 ans cette année, donc de l'époque de mon grand-père, une vache, vous la meniez à 15-16 ans, elle faisait encore du lait pour la maison et pour son petit veau. Alors pourquoi? Parce que malheureusement, l'un des problèmes de l'ensilage, c'est que ça rend les vaches cirrhotiques, c'est-à-dire qu'ils développent une cirrhose au niveau du foie. Voilà, donc ça limite grandement la durée de vie. Voilà. Donc, selon moi, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Selon moi, c'est pas des aliments originels de ces animaux-là, hein, puisque ce sont des herbivores, ce sont pas des maïsovores ou des bléovores ou je ne sais quoi. Voilà. J'arrête ma digression. Composition de la cellule des plantes. Par contre, c'est vrai qu'ils sont sensibles aux changements brusques dans leur régime alimentaire, donc une surconsommation de grains, de céréales ou d'autres aliments riches en amidon qui peut perturber l'équilibre de la flore intestinale et donc ça crée un environnement favorable à la prolifération de bactéries qui vont être potentiellement toxiques et qui sont à l'origine de l'entérotoxémie. Là, on va retrouver, donc, comme on disait tout à l'heure, notamment le stockage d'herbes sur pied, parce qu'un des moments les plus propices de l'entérotoxémie, ça va être au printemps, puisque imaginez des animaux qui vont être en stabulation, on va dire, tout l'hiver, qui vont manger du foin sec. Du jour au lendemain, au printemps, vous les mettez à l'herbe de printemps, qui est la plus riche, la plus grasse, etc. Là, gros décalage. Et là, au niveau de la population bactérienne du tracus gastro-intestinal, gros décalage aussi, quoi. En fait, il faut s'imaginer comme si vous alliez moi, c'est ce que j'explique en fait aux gens quand ils viennent en visite ou même à des jeunes qui s'installent ou qui veulent s'installer, qui nous demandent des conseils.
pour parler d'entérotoxémie, c'est ce que j'explique. Je dis que il faut s'imaginer que pendant 15 jours, tu vas manger McDo matin, midi, soir. Et puis, les 15 jours d'après, bah, ça va être de la soupe matin, midi et soir. Donc, grosse différence d'alimentation voilà, du jour au lendemain. Et là, on va dire que Jacob Delafont, c'est votre meilleur ami. Hein. Donc, je peux pas être plus clair, je crois. Voilà. Donc, la prévention de ce facteur, donc ça implique de maintenir vraiment une alimentation équilibrée. Si on doit, par exemple, tout à l'heure on parlera justement, comme je disais, des bouchons de lin, etc. Donc si vous achetez un animal qui n'en a jamais mangé, et ben de façon progressive, on va l'habituer un petit peu jour après jour à en manger un petit peu. Et on va pas tout faire d'un coup. Et du coup, l'organisme il aura le temps de s'habituer à cette nouvelle alimentation. Évidemment, quand on apporte une nouvelle alimentation, il faut que cette alimentation soit adaptée à l'animal. On est d'accord. Hein. Donc, comme je parle du bouchon de lin qui est en fait de l'alpamine, c'est une alimentation qui a été développée spécialement pour les camélidés par un veto, etc., etc. Enfin, par des vétos d'ailleurs. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'adapté. Évidemment, on va pas leur donner en plus dans l'alimentation, je dis n'importe quoi, une botte de radis par jour, par exemple. Non, il n'y a pas d'intérêt. L'alimentation, je vais coupler aussi avec l'hydratation parce que c'est important de l'alpaga, donc c'est un camélidé, hein, donc ça boit pas tant que ça, mais le truc c'est que il faut que ceux qui le boivent, ce soit de l'eau qui soit propre, saine, voilà, donc il faut des bonnes conditions d'hydratation. Alors, là, pareil, hein, c'est que mon avis, mais moi je ne suis pas pour qu'on donne de l'eau stagnante à un animal, c'est-à-dire vous récupérez les gouttières, l'eau des gouttières de votre bâtiment dans des cuves qui vont faire 2000 litres. 2000 litres qui vont stagner pendant plusieurs mois dans une cuve qu'on va donner à un animal, là je pense qu'il voilà, il y a un très très fort risque quand même de développement de bactéries au sein de cette eau. C'est pas très sain. Il vaut mieux donner de l'eau courante, c'est-à-dire que si vous avez une rivière qui est pas très loin, et ben peut-être que de temps en temps, avec une petite pompe, on peut peut-être faire remonter de l'eau jusqu'aux pâtures. Ou ça va peut-être pas plaire, mais peut-être de l'eau du robinet, tout simplement. Hein. Nous, perso, c'est ce qu'on fait, voilà, j'avoue. Et de ce côté-là, ça se passe très bien. Voilà, mais le risque étant toujours d'éviter et de limiter le risque, justement, qui peut développer des bactéries et une entérotoxémie. Alors les saisons et les conditions environnementales, hein, ça peut influencer le risque. Donc tout à l'heure je disais, hein, par exemple au printemps, la nouvelle herbe, c'est pas terrible de passer de foin tout l'hiver à de l'herbe riche et voilà. Alors si vous pouvez pas faire autrement, c'est-à-dire que si vous êtes sur un climat qui est pas adapté, si vous êtes sur une superficie qui est pas adaptée, etc. Vous pouvez très bien garder vos animaux en bâtiment l'hiver et au printemps, et ben peut-être qu'au début vous les mettez au foin le matin, pendant 2 heures vous les bloquez, vous les faites sortir 20 minutes, une demi-heure au champ et vous les faites re-rentrer le restant de la journée et progressivement on va dire sur une semaine, 10 jours, vous allez réhabituer en fait vos animaux à l'alimentation herbagère et donc riche et beaucoup moins sèche quoi. Et du coup vous réhabituez en fait l'organisme de l'animal et notamment l'organisme digestif à faire face à ce changement d'alimentation. Après, le mieux, selon moi, c'est que si vous avez de l'espace et si vos animaux sont dehors toute l'année, donc chez nous, c'est le cas, hein, c'est que l'hiver, vous faites du stockage d'herbe sur pied. Donc là, je vous renvoie, il y a une vidéo ou deux qui parle de ça sur la chaîne. Et à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux parce que même si vous arrivez à ce que votre animal pâture de l'herbe verte tout l'hiver jusqu'à l'entrée du printemps, il y aura moins de décalage entre alimentation sèche et alimentation herbagère. Et là, du coup, lui-même tout seul, son organisme va se réhabituer
à de l'herbe un peu plus riche, surtout que l'herbe riche de printemps n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, hein, puisque elle évolue aussi avec le radoucissement des températures, et donc lui, l'animal, tous les jours, comme il va embrouter un peu, il va s'adapter à ce radoucissement de température et à l'augmentation de la richesse de l'herbe. Donc là, il y a quand même beaucoup moins de risques. On va parler d'un facteur maintenant qui est important, c'est le stress. Alors le stress, oui, ça peut entraîner des entérotoxémies. En fait, il faut savoir que l'alpaga, c'est un animal qui reste très sensible à son environnement. Et alors là, je vais digresser, mais par exemple, on a un critère qui est assez important, quand on est éleveur d'alpaga et qu'on travaille les toisons, c'est notamment la solidité de la toison. Et en fait, un animal qui est stressé ou qui stresse facilement ou qui a des conditions de vie stressantes, et ben ça va se ressentir dans la fibre. Les stress vont créer un resserrement du diamètre de la fibre, et derrière, bah, ça vous fait du fil cassant quand vous allez filer. Hein. Donc c'est pour bien vous dire que chez l'être humain, ça pourrait peut-être apparenter ça à ce qu'on appelle une pelade, pour ceux qui connaissent, mais l'alpaga est vraiment sensible à ça. Donc c'est pour vous dire que le stress chez l'alpaga, c'est quand même un déclencheur majeur de beaucoup de choses. Hein. Mais voilà. Alors, déjà, toujours plusieurs sujets attachés à leurs congénères et à leur routine quotidienne. Les changements majeurs dans leur vie donc peuvent provoquer du stress, et le stress en fait affaiblit le système immunitaire de l'alpaga et le rend plus vulnérable aux infections. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Plusieurs choses, les déménagements par exemple, ou les transports. Donc par exemple, on va faire attention quand vous prenez un mâle la première fois. Bon, déjà quand vous voyagez avec un animal, vous en prenez toujours deux, hein, jamais un tout seul. Si vous devez vendre un animal, juste un, et que vous devez le livrer, et ben vous en prenez 3. Comme ça, à l'aller, ils sont 3, et au retour, ils sont 2. C'est-à-dire que l'accompagnateur du premier, il a un copain pour le retour. Voilà. Après, les alpagas, ils adorent hein, voyager quand ils sont habitués, mais il faut les habituer tout petits en fait à ce que c'est qu'un fourgon, à comment on monte dans un fourgon, comment on descend d'un fourgon, etc. L'alimentation, c'est-à-dire qu'on va y aller de façon progressive. Nous, le premier truc qu'on fait, c'est que quand on fait le sevrage en janvier, bah souvent février-mars, si le sol est portant, moi je mets le fourgon dans la pâture où ils sont, et au lieu de mettre les bouchons de lin dans leur gamelle, parce qu'ils ont chacun leur gamelle, et ben je balance les bouchons, donc j'ouvre le camion, donc les portes arrière et la latérale sur le côté, les bouchons de lin je les balance dans le fourgon. Au bout d'un moment ils comprennent bien où sont les bouchons, donc ils vont monter, grignoter, ressortir par la latérale, et puis refaire un tour des fois, histoire que si on refait un tour, il y en a peut-être encore. Voilà, on l'habitue comme ça, par le jeu, tranquillement, etc. Hein. Et après, pareil, les mâles, quand on les emmène pour les saillies, donc jamais tout seul, hein, bien sûr, voilà. Après, si vous avez vendu la saillie ou les saillies d'un jeune mâle qui commence à travailler, et ben c'est bien d'apporter un autre mâle avec vous, parce que l'autre connu l'autre mâle, du coup, j'ai le grand frère qui est là, ça va bien. Voilà. On va faire gaffe, donc ça c'était tout ce qui était déménagement et transport, tout ce qui est séparation aussi. C'est-à-dire que quand par exemple au sevrage, il y a 1 ou 2 vidéos sur le sevrage sur la chaîne, je crois que c'est dans nos premières vidéos. Nous, le sevrage dans l'année, c'est vraiment le moment le plus critique, hein, parce que les petits pleurent, il n'y a pas d'autre mot. Ça va durer 5, 10, des fois 15 jours, ça dépend des petits. Ils vont chercher maman, donc c'est pour ça que nous on laisse toujours un adulte avec les petits, parce qu'ils vont se rassurer auprès de l'adulte pour chercher du réconfort, etc. Et les mères on surveille aussi, hein, parce que nous ça nous est arrivé une fois que lors d'un sevrage une mère ne le vive pas bien du tout, et en fait ça a fini par une fausse couche parce qu'elle était pleine, et ça a fini par une fausse couche. Donc voilà, donc c'est des moments de stress où là il faut vraiment être vigilant. Par rapport aux séparations, on n'y pense jamais aussi, mais c'est par rapport à la vente. Quand on vend un animal, puis on le vire chez le client et on se barre. Non, il faut vraiment... c'est pas gênant de rester 2-3 heures chez le client. C'est pas, de toute façon, l'animal, il va vous coller, hein, c'est normal. Même si c'est pas vraiment son comportement habituel dans le champ avec ses autres copains quand il était chez vous, il va vous coller, c'est normal. Il faut comprendre que... parce qu'il a confiance en vous, donc il faut qu'il comprenne que vous avez confiance dans la personne chez qui vous allez le laisser,
il faut être avec lui, dans le champ avec le client, il faut que ça dure un petit peu. S'il y a déjà d'autres animaux, il faut rester à côté de lui le temps que les autres animaux, les autres alpagas viennent, le reniflent, l'incorporent au troupeau, etc. etc. Tout ça, c'est des mesures qui vont être après, que ça va diminuer pour lui le stress parce que vous êtes le seul élément de référence qu'il connaît, vu le nouvel environnement. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être très disponible au niveau des nouveaux propriétaires, on va dire. Hein. C'est-à-dire que les premiers jours, si les propriétaires voient quoi que ce soit, il faut vraiment les inviter. Il faut aussi, des fois, il faut aussi rassurer le nouveau propriétaire pour que l'alpaga soit rassuré, parce que si l'alpaga sent que le nouveau propriétaire est stressé, il va être stressé. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est super important par rapport à la vente d'un animal. Avec ça, on va dire le changement de routine. Donc, par exemple, l'alpaga, il aime bien avoir sa petite routine. Moi, je sais que le matin, quand je fais mon tour, j'ai toujours 2-3 qui m'attendent à la barrière. C'est toujours les mêmes. Pas pour les mêmes raisons, je sais, mais voilà. Donc, c'est les petites routines. Après, c'est pareil, quand vous vendez un animal, il faut apprendre ces petites routines au nouvel éleveur. De temps en temps, ces petites routines, c'est bien de... Alors, on va dire que 80% du temps, c'est bien de les respecter. Pour que les 20% où vous ne pouvez pas le faire, les animaux le comprennent et soient moins stressés. Moi, je sais que j'ai eu un mâle comme ça que j'ai vendu, ça a été un de mes premiers mâles. Le matin, quand j'arrivais au champ, il me bloquait, c'était le jeu, hein, il me bloquait parce qu'il fallait que je le poupouille, c'était comme ça. Et puis ça durait de 2 à 5 minutes, et puis au bout de 2 à 5 minutes, il retournait avec les autres, il allait manger, tout ça, terminé. Et puis les jours où j'avais pas le temps, parce que le matin je partais au marché, ou etc., je passais juste vite fait 3 minutes et j'avais pas le temps de poupouiller, et là, si je revenais son derrière au fond du champ, et je le voyais plus, et le lendemain matin, c'était le premier à la barrière en disant, bon, hier t'as compris, aujourd'hui tu me fais pas ça. Voilà, donc les routines, c'est super important. Surpopulation qui va engendrer notamment des gros conflits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez dans un endroit où il y a 4 hectares de terre et il y a 80 animaux dessus, bon, bien sûr, il n'y aura plus un brin d'herbe au sol, hein, ce sera de la terre. Et évidemment, au moment de la bouffe, ça va être des combats. Et là, au niveau des facteurs de stress, par rapport au fait de ne pas avoir de l'alimentation en quantité suffisante et de devoir se battre pour manger, bon là, je pense qu'on arrive à un niveau de stress ultime. Donc évidemment, si vous n'avez pas les terres requises, ou alors prenez des alpagas en fonction des terres que vous avez. Hein. Voilà, donc je suis je parle des terres là, donc le manque d'espace, hein, donc ça c'est un truc hyper compliqué aussi, parce que en plus de la surpopulation, faut savoir que l'alpaga à la base c'est un animal qu'on appelle, dit de déambulation, un peu comme l'âne chez nous, c'est-à-dire que c'est un animal qui adore se promener. J'ai envie de dire, là, plus on a d'espace, mieux c'est, parce que vous allez voir que dans la journée, ils vont avoir leur petit train-train, et à telle heure, vous allez les retrouver à tel endroit, puis à telle heure, vous allez les retrouver plus loin, puis à telle heure plus loin, et ils se baladent, et ils reviennent, etc. Après, ça, on va dire que ça, c'est le manque d'espace, c'est un problème qui peut être assez résolu, parce que si vous êtes très très disponible par rapport à vos animaux et que vous avez assez de place pour qu'ils s'alimentent normalement, mais pas assez pour qu'ils puissent se balader de façon efficace comme ils apprécient le faire, et si vous êtes disponible, c'est pas très compliqué de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais peut-être tous les 2 jours, vous mettez les longes et l'icole et vous allez faire un tour. Si vous avez des sentiers de rando près de chez vous, ils vont vous suivre, il n'y a pas de souci. Hein. L'alpaga, c'est un animal qui est curieux, qui adore visiter, qui adore chercher. Tant qu'il est avec quelqu'un qui le rassure, notamment du coup l'éleveur, il n'y a pas de souci, il va vous suivre. Et des stress importants, parce que donc l'alpaga c'est un peu l'animal 4x4, hein, c'est-à-dire qu'il supporte les froids, les pluies, les vents, les fortes chaleurs pas du tout, hein, donc un abri pour ça c'est bien. Après, si vous avez des fortes pluies, vous allez voir au champ, soit ils vont se coucher de tout leur long en attendant que ça passe, mais là s'ils ont un abri c'est encore mieux. Les vents, important aussi, c'est bien d'avoir un abri, parce que nous, je vois par exemple chez nous en Bretagne, on a quand même des pâtures qui sont super arborées. L'hiver, on a des tempêtes les unes après les autres, on en a de plus en plus.
Et quand vous avez des arbres et des branches qui plient dans tous les sens, l'alpaga il aime bien se mettre dans un endroit où il voit pas tout ça pour pas qu'il panique en fait. Donc c'est quand même pas mal. Et justement par rapport au bâtiment, ce qui va favoriser aussi le stress, ça va être notamment des enclos sales, des litières accumulées, des excréments qui sont pas nettoyés, de l'eau stagnante. Donc tout ça, déjà pour lui, c'est pas un environnement sain, et puis ça peut en plus potentialiser le risque d'infection et d'autres problèmes de santé. Donc ça fait partie également des conditions environnementales qui font que le stress peut être présent. Donc voilà. Donc dans tout ce que je vous ai expliqué là, si vous avez bien compris, pour l'instant je n'ai pas encore parlé de traitement. Donc dans tout ce qu'on a parlé, si voilà, avec un peu de logique, vous comprenez où est votre rôle en fait. Hein. Voilà, donc vous en tant qu'éleveur, donc c'est votre boulot, c'est vraiment de prendre des mesures pour créer un environnement stable et confortable, quoi, tout simplement. Alors, ouais, vous entendez peut-être les pages qui tournent, mais là j'ai dû écrire parce que c'est pas une vidéo, j'ai l'habitude de faire, donc je me suis fait un petit plan, même si je m'aperçois que je digresse beaucoup. Alors pour cette partie-là, donc en conclusion, on va dire que sur le stress, donc les conditions environnementales inadéquates sont des facteurs de risque majeurs pour l'entérotoxémie chez l'alpaga. Alors comprendre comment le stress et les conditions environnementales contribuent à cette maladie, donc c'est essentiel pour la prévention. Et en prenant les mesures pour minimiser donc ce stress et améliorer l'environnement de vos alpagas, et vous réduirez considérablement le risque d'entérotoxémie et contribuerez en plus à leur bien-être général. Donc les bénéfices secondaires, ça va être notamment la qualité de la toison, le comportement calme des animaux, patati patata. Alors, donc on va reprendre un petit peu tout ça, et puis on va parler un petit peu de donc la prévention après la vaccination, parce qu'évidemment on va arriver après à tout ce qui est un petit peu pharmaco. Alors, pour la prévention, donc en vaccination, puisqu'on a dit que c'était un des facteurs les plus importants. Alors, l'une des mesures vraiment la plus cruciale donc, pour éviter l'entérotoxémie chez les alpagas, donc c'est vraiment la qualité de l'alimentation. Là, les ruminants, donc ils ont un système digestif complexe, donc adapté à la décomposition de la cellulose des plantes, comme on a vu. Mais bon, une alimentation inadaptée ou en surabondance de grains, etc., peut perturber cet équilibre. Alors, moi, ce que je conseille, c'est vous pouvez très bien contacter, par exemple, un spécialiste en nutrition animale, dont je vous ai parlé d'Alpamine. Alors Alpami, ouais, pendant 2 ans, attendez, nous on s'est installé en 2011, donc première fois que j'ai dû travailler avec, c'était en 2013. Alors nous moi je les ai découverts un peu de façon fortuite, parce que eux je pense qu'à l'époque ils démarraient aussi. Donc c'est une boîte en Belgique, c'est des vétérinaires qui ont développé toute une gamme d'aliments pour alpaga, notamment ce qu'on appelle alpamine, donc c'est des aliments à base de bouchons de lin, avec tout ce qui est oligo-éléments, etc., adaptés aux alpagas. Et moi j'en avais pris un petit peu comme ça pour tester au début, et en fait en l'espace de 2 mois j'ai vu déjà mes animaux ils étaient beaucoup plus cool, beaucoup plus calmes, parce que je pense qu'ils avaient ce qu'il fallait. Les toisons étaient beaucoup plus sympas aussi, on a vu des progrès au niveau de la toison. Et puis eux, je pense qu'il y a une appétence vraiment qui est géniale. Donc ils s'y sont mis tout de suite. En plus, Alpamine, ce qui est bien, c'est que ça leur suffit Eux, c'est vraiment pour eux, c'est de la friandise, mais en même temps qui a quand même un apport qualitatif qui est pas indéniable. Pardon. Et du coup. Santé physique mais aussi psychologique, et puis là je vous dis le rendement toison, c'est pas, on compte, nous sur la ferme ici on compte un sac de 20 kilos par bête et par an. Donc admettons vous commandez une palette, donc ça fait 50 sacs, ça fait 1 tonne d'aliments. Vous commandez 1 tonne d'aliments, vous pouvez nourrir 50 animaux sur une année, c'est rien. Alors pour ceux qui ont juste quelques animaux, oui, là ça va pas être avantageux de les commander, parce que ça va vous coûter plus cher en frais de transport
qu'en alimentation, mais peut-être rapprochez-vous d'un éleveur près de chez vous qui travaille avec l'alpamine, hein, on est de plus en plus nombreux à travailler avec. Moi, je sais que je fournis des particuliers qui ont des alpagas. Nous, des clients chez qui on a mis des alpagas, ils viennent en rechercher encore chez nous aujourd'hui. Enfin voilà, donc voilà, c'est pas très très cher. Moi, je sais plus de tête. Nous, on fait entre à peu près 1 tonne par an, parce qu'on en donne aussi, on en refile un peu à nos clients, mais 1 tonne par an avec les frais de transport de Belgique à la Bretagne, ça doit nous coûter 1200-1300 € quoi, pour 50 sacs, avec les frais de transport, hein, tout compris, malgré l'augmentation du prix du carburant, tout ça. Donc, puis en plus, ils sont cool parce que vous appelez, vous envoyez un mail, vous êtes livré la semaine d'après. Une fois que vous êtes livré, que le transport s'est bien passé, c'est à ce moment-là qu'ils vous envoient la facture. Donc même si vous avez demandé un devis avant, mais c'est à ce moment-là qu'ils vous envoient la facture. Alors ça, c'est très belge, hein, de payer une fois que la cam est chez nous. Ça, c'est très belge, hein. En France, on voit pas beaucoup ça. Enfin voilà. Et puis vraiment, ils sont sympas. Ils ont un site. Donc là, je parle de l'alpamine, mais il y a d'autres trucs, hein. Ils vendent des aliments spéciaux pour les femelles en lactation. Ils vendent des aliments spéciaux pour des crias en développement. Enfin voilà, après c'est à vous d'aller sur le site et puis de regarder quoi. Alors je fais pas de pub, hein, là c'est moi j'ai aucun intérêt financier à vous dire ça, hein. Ils savent même pas que je vais parler d'eux, donc voilà. Nutritionniste animalier ou au moins une boîte qui est spécialisée dans ce type d'aliments. Évidemment, hein, vous l'avez bien compris, on va limiter les grains, voire ne pas en donner du tout. Pas fermenté, donc pas de pain, etc. Voilà, l'animal est habitué à manger, et ce qu'il va adorer le plus, de l'herbe, du trèfle, du foin, voilà, hein, on ne sait pas. S'ils n'ont jamais été habitués. Donc comme je vais l'aliment, on l'introduit de façon progressive, hein, petit à petit, pas en une fois. Donc on va aussi surveiller la qualité de l'alimentation, donc de bonne qualité, qu'un foin pas terrible. Et pareil, hein, si vous avez, mettons, des bottes de foin, etc., compris l'humidité, ne les donnez pas aux animaux, parce que dans ces bottes de foin, il peut y avoir eu des moisissures, etc., qui se sont développées. Et du coup, tout ça, ça va se retrouver dans le système digestif de l'animal, et puis macérer pendant la rumination. Donc je vous laisse imaginer. Donc vraiment, foin de qualité. De toute façon, si vous donnez du foin en qualité tout le temps, les alpagas n'iront que sur le bon foin de qualité. Même si dans leur pays d'origine, ils mangent ce qu'il y a, on s'aperçoit quand même qu'au fil des années, dans nos pâtures, ça devient quand même des fins gourmets, hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, j'ai des pour une digestion saine, pas d'eau stagnante, voilà. Alors, parce que évidemment, pour les entérotoxémies, on va dire heureusement plutôt qu'évidemment, il existe des vaccins qu'on va faire tous les jours, vont pouvoir préserver l'animal de ce risque-là. Alors moi, je conseille souvent de faire ces vaccins avant l'entrée, on va dire, dans la période d'herbes riches au printemps. Alors moi je suis en Bretagne, hein. Après, si vous êtes dans le sud de la France ou je ne sais où, c'est peut-être différent, mais moi je vous parle de moi ici en Bretagne. Nous déjà l'hiver, faut savoir que depuis maintenant peut-être 3-4 ans, l'hiver, l'herbe elle s'arrête de pousser au début décembre et elle repousse au 15 janvier, hein, donc voilà. Moi en Bretagne, ce que je fais, c'est que le vaccin, j'essaie de le faire fin février, début mars, c'est-à-dire quand l'herbe recommence à être à nouveau riche. Pourquoi fin février, début mars? Parce qu'on dit que le vaccin, il va mettre à peu près 3 semaines à être efficace dans l'organisme de l'animal. Et du coup, tous mes adultes, et puis voilà, fin février, début mars, on fait un vaccin. Donc, pour faire ce vaccin, alors, soit c'est nous qui le faisons, hein, donc sur la chaîne, il y a une vidéo que Christelle fait sur les injections, pour vous montrer un peu comment on fait. Après, si vous ne sentez pas de le faire, écoutez, appelez le veto, c'est pas très grave. C'est pas pour 50 balles, ça va pas, au contraire. Donc, n'hésitez pas, c'est pas une petite économie ça. Le vaccin n'est pas une petite économie pour les entérotoxémies.
hein. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous consultez votre vétérinaire, lui il va venir, il va planifier les vaccins, limite il va déterminer avec vous un calendrier de vaccination pour que tous les ans à la même période, ils viennent, ils les fassent. Je vais même vous dire que c'est même peut-être même plus facile au jour d'aujourd'hui parce que depuis quelques années on est confronté à des pénuries de vaccins et c'est une galère des fois pour s'en procurer, alors que si vous le programmez avec votre vétérinaire, et ben peut-être que lui il va se démerder, enfin il va s'arranger pardon pour avoir les vaccins au moment voulu et pouvoir faire vos vaccins, voilà, comme ça vous avez pas de risque de pénurie. Donc, alors c'est important hein, de noter les calendriers, c'est aussi important de surveiller, on va dire, la pousse de l'herbe, parce qu'il y a des années où la pousse elle va être plus tôt, d'autres elle va être plus tard. Donc, c'est peut-être bien d'adapter le moment de faire le vaccin. Et puis si c'est pas vous, vous dites au veto, écoute, si tu devais venir la semaine prochaine, reviens plutôt dans 15 jours ou 3 semaines, parce que là, on est encore juste. Alors, pas mal au niveau des entérotoxémies, c'est que le vaccin, c'est un vaccin qu'on appelle combiné. C'est-à-dire que le vaccin le plus courant, le plus fréquent, que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le Miloxan. Le Miloxan, c'est un vaccin qui va couvrir et les entérotoxémies et également le tétanos. Donc tous les ans, vous faites un vaccin, mais vous couvrez 2 pathologies. On va réussir à couvrir en même temps le tétanos. Alors, et à partir de 1 an, une dose par an suffit. Maintenant, on va distinguer avec les cria, donc le petit alpaga, le bébé alpaga. Lui, le cria, c'est un peu différent parce que la première année, alors voilà, ça c'est pareil, nous c'est ce qu'on fait sur la ferme. Après, chacun fait comme il veut. Ça va être des mois où il va y avoir énormément de stress. Puisqu'il arrive déjà dans un monde qu'il ne connaît pas, avec sa maman il va la repérer assez vite, mais les autres animaux pas forcément tout de suite. Il va vous s'habituer, on va dire, aux habitudes de l'élevage. Il va provoquer des stress. Donc là, le vaccin pour les entérotoxémies, c'est primordial. Nous, ce qu'on fait, c'est que chez les cria, on fait un vaccin à la naissance, on fait un rappel de vaccin 1 mois après et un autre rappel un autre mois après. Voilà, c'est-à-dire qu'en 3 mois, il va avoir 3 doses. Alors, un petit peu vaccinal, hein. Et puis évidemment après le cria, donc ça c'est les 3 premiers mois de vie. À 1 an, avec le restant du troupeau, on lui fait une dose normale, hein, et puis tous les ans on lui fait qu'une dose, parce que c'était juste les 3 premiers mois de vie. Voilà. De noter en fait s'il n'y a pas d'effets secondaires, hein. Bon, les effets secondaires ça peut être quoi? Ça peut être un peu de léthargie, alors ouais c'est paradoxal, mais c'est un peu comme nous hein, quand on fait un vaccin. Ça peut être un peu de léthargie, ça peut être un petit peu de température, donc on prend la température, ça peut être des choses comme ça. C'est des réactions normales, si ça dure quelques heures à une journée, c'est pas grave, hein, c'est normal. Après ça repart. Et de toute façon vous voyez bien, surtout quand chez un cria, ce qui est quand même bien, c'est que pour surveiller l'état d'un cria, vous surveillez le comportement de la mère. Parce que la mère, c'est vraiment, vous allez comprendre que le petit a un souci, quoi. Donc voilà, mais voilà, en principe il n'y a jamais de souci. Voilà. Donc on va surveiller l'âge, on va noter tout ça. Les numéros de lot, hein, parce que alors nous c'est pareil, on n'a jamais eu de problème, heureusement. J'ai jamais entendu qu'il y ait eu de problème. Il faut savoir que les vaccins c'est des matières, on va dire pseudo-vivantes pour faire simple. Et si vous marquez, si vous avez vraiment un gros problème, vous remontez le numéro de lot à l'éleveur qui lui va remonter ça au laboratoire et tout le lot va être enlevé de la vente, hein, parce qu'on ne sait jamais. On n'y a jamais eu le cas, mais c'est toujours bien de marquer le numéro de lot quand vous enregistrez dans le registre de vaccination du troupeau. Alors, je vais parler de 3 types de vaccins différents, enfin 3 marques. Alors c'est pareil, hein, c'est des noms de médicaments, j'ai rien à voir avec les laboratoires.
Pourquoi j'en parle? Parce que comme je disais un peu plus haut, en fait, depuis quelques années, il y a quand même des gros problèmes d'approvisionnement, il y a des pénuries. Et tous les ans, si vous avez des animaux qui ne sont pas vaccinés à cause de pénuries, que vous avez des entérotoxémies, c'est un peu les boules. Donc les gens, enfin les gens, surtout je pense aux particuliers notamment, hein, qui connaissent pas trop peut-être, mais parce que même les éleveurs des fois ne connaissent pas trop, hein, l'alpaga, donc des fois c'est, enfin je veux dire même les vétos ne connaissent pas trop l'alpaga. Des fois c'est les éleveurs, hein, qui expliquent aux vétos que bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc il faut faire ça. Alors, on a parlé du Méloxan tout à l'heure. Le Méloxan, c'est vraiment le vaccin, on va dire, de tête le plus utilisé pour les entérotoxémies et le tétanos. C'est un vaccin en plus qui a plusieurs présentations, ce qui est cool. Il peut se vendre en petites fioles de 4 ml, en fioles de 50 ml, et je crois que ça existe aussi en fioles de 100 ml. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Méloxan, une dose de vaccin, que ce soit un cria ou un adulte, c'est 2 ml. Il n'y a pas d'histoire de dosage, c'est 2 ml. Donc si vous êtes un particulier, que vous avez 2 mâles castrés dans votre champ, eh ben vous achetez une petite fiole de 4 ml, et là vous faites 2 vaccins. De tête, une petite fiole, aujourd'hui, je sais pas, je vais vous dire, ça n'excède pas 3 euros, hein, la fiole, donc ça fait 1,50 € la dose. Voilà. Si vous avez 25 bêtes de 50 ml, et vous allez vacciner tout le monde, hein, puisque 2 ml x 25, ça fait 50 ml, enfin, c'est ça. Et si vous avez 25 bêtes, mais que vous attendez des naissances, prenez 100 ml, parce que vous allez pouvoir vacciner tous vos adultes. Et admettons, vous avez, j'ai n'importe quoi, 5 crias, ça vous fait, si vous faites comme nous on fait, ça vous fait 3 doses par cria, donc 15 doses, ok? Donc 50 plus 15, 75. Le Coglavax. Donc le Coglavax, c'est pareil, c'est aussi un médicament qui est utilisé pareil pour les entérotoxémies et le tétanos. Pour qui, pourquoi le Coglavax, on s'aperçoit que c'est un médicament qui est plus connu des éleveurs bovins, alors que chez les camélidés, ça passe très bien. Donc pareil, 2 ml par bête, terminé. Un dernier vaccin qui s'appelle le Bravoxin. Alors le Bravoxin, c'est pareil, c'est un vaccin qui va couvrir les entérotoxémies, sauf que, attention, le Bravoxin, ce n'est plus 2 ml par animal, mais 1 ml par animal. C'est pour ça que je tenais à parler de ces 3 vaccins-là, parce que Myloxan, Coglavax, 2 ml par animal, Bravoxin, 1 ml par animal. Voilà. Après, pour revenir aux histoires de pénurie, il faut savoir que Myloxan, par exemple, c'est aussi un vaccin qui est assez utilisé par les éleveurs ovins et caprins. Donc si à côté de chez vous, vous avez des éleveurs ovins, caprins, que vous êtes en galère de Myloxan, et que eux aussi, eh ben peut-être qu'il serait bon de vous associer pour acheter les doses pour tout le monde, et du coup les vaccins, vous faites tous les vaccins à tout le monde en une journée, quoi. Parce que, ah oui, je rappelle que les flacons de vaccins, une fois ouverts, vous n'avez pas beaucoup de temps pour les passer, hein, parce que ça fait partie des principes vivants, on va dire, hein, les vaccins. Donc faut pas trop attendre. Voilà. J'espère que j'ai été clair, parce que j'essaye de faire simple, hein, du coup, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, parce que là, je sais que ça peut être compliqué. Donc, c'est pas une économie qu'on doit faire dans un élevage sérieux. C'est aussi, j'ai même envie de dire, le vaccin. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des ventes d'animaux. Moi, je sais que quand je dois vendre un animal, c'est ce qu'il a à faire. Donc, ou même je lui propose, je lui dis, est-ce que tu veux que je lui refasse une dose de vaccin 15 jours avant le départ, ou tu lui feras chez toi, ou pas du tout. Voilà. Mais ça peut ne pas être stupide que de proposer ça pour éviter encore un risque d'entérotoxémie lors de la vente de l'animal, hein, voilà. Alors, maintenant on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait si jamais on a un animal qui présente des signes. Alors, donc, si vous soupçonnez que l'alpaga est atteint d'entérotoxémie, il faut agir, hein, rapidement, comme on a vu, hein, pour maximiser ses chances de récupération. Donc l'entérotoxémie, donc je répète, hein, mais il faut bien l'avoir en tête, c'est une maladie grave, mais avec une intervention précoce, ça peut faire la différence. Donc premier truc à faire, pour éviter la propagation de la maladie à d'autres membres du troupeau, hein.
c'est bien de l'isoler à un endroit où il peut voir les autres. Et si c'est une mère avec son cria, évidemment, on met le cria avec la mère. Le cria est censé être vacciné et survacciné, donc beaucoup moins de risques. En petit 2, on va contacter le vétérinaire. Hein. Là, c'est crucial. Hein. On joue pas à l'apprenti sorcier, on n'est pas Harry Potter, on bricole pas avec ce qu'on a dans nos armoires à pharmacie. Faut vraiment appeler le vétérinaire qui lui va obtenir un diagnostic précis et des conseils donc sur la prise en charge de la maladie. Hein. Donc lui il va réaliser des examens physiques comme des prises de sang, d'autres analyses aussi hein, pour confirmer le diagnostic, coproculture, etc. Et voilà. Là on ne parle plus du vaccin, on parle vraiment du traitement. C'est-à-dire que l'entérotoxémie est là. Hein, donc en général, pour lutter contre les infections bactériennes. Hein. Donc ça va être des antibiotiques large spectre hein, pour essayer dans un maximum de bactéries possibles ou d'infections possibles. Médicaments pour réduire l'inflammation, hein, parce qu'une muqueuse attaquée, évidemment, ça crée aussi des inflammations. Donc possiblement une surproduction de toxines, etc. Donc il faut aussi des médicaments pour réduire l'inflammation. Et puis soutenir le système digestif de l'alpaga. Donc la réhydratation, super important, hein, parce que l'une des complications de l'entérotoxémie, c'est la déshydratation, qui est souvent due à la diarrhée. Et là, le véto, il va demander à ce qu'on administre des fluides. Ça peut être soit par... en principe, quand c'est par voie intraveineuse, l'alpaga, il est rendu chez le vétérinaire. Hein. Bon. Des douleurs d'une gêne à des coliques, hein, donc une douleur extrême. Donc là, le véto va pouvoir prescrire des analgésiques pour soulager la douleur et améliorer le confort de l'animal. Alors, une alimentation légère, ça veut dire quoi une alimentation légère? Ça veut dire qu'on va suspendre... Voilà. Ça veut dire que par exemple là, les bouchons d'alpamine, hein, les bouchons de lin, non. Voilà, on va rester au foin. Qualité, hein, pas un foin de merde. Hein, il faut quand même que l'alpaga il se requinque. On va éviter tout ce qui est sur l'animal pendant la période de traitement. On va noter la détérioration, communiquer régulièrement avec le véto pour ajuster le plan de traitement si nécessaire. Donc là on va travailler avec le vétérinaire pour mettre en place des mesures de prévention, comme on l'a dit, la vaccination contre l'entérotoxémie, une alimentation équilibrée et la gestion des facteurs de stress. On va assurer un bon nettoyage de l'environnement de l'animal, donc tout désinfecter, tout le matériel qui aura été utilisé sera également désinfecté pour éviter la réinfection en fait. Hein. Et dernière chose à faire, c'est observer les autres animaux, hein, parce que vous avez d'autres alpagas, voir s'il n'y en a pas un qui a chopé la même chose. On va essayer de détecter tous les signes de maladie, et puis pareil, à eux, on leur applique également la prévention pour éviter qu'ils ne chopent aussi l'entérotoxémie.